Le sac à disque. Le podcast commence ici. Ça m'est souvent arrivé d'être posé dans mon canapé et de voir mon mec préparer son sac pour aller mixer dans des soirées. Je me demande à chaque fois comment est-ce qu'il arrive à sélectionner une 60aine de disques parmi les 2000 qu'il a sous la main. Ça m'a toujours paru fou qu'il puisse se projeter dans un autre moment que lorsqu'il choisit le disque. Quel sera son mood au moment de jouer ? Pourrait-il avoir des regrets ? Un disque qu'il n'aurait pas emporté ? Un set trop décalé du reste de la soirée ? J'ai commencé à lui poser des questions pour savoir sur quoi il pouvait s'appuyer. Il m'a parlé de l'heure à laquelle tu mixes, le lieu dans lequel tu joues, qui mixe avant toi, qui mixe après toi, est-ce que tu joues seul ou à deux ? Mais peut-être que même en ayant réfléchi à tout ça, il faudra toujours savoir s'adapter. J'ai même appris qu'en 2 heures, tu ne joueras pas plus de 20 ou 30 morceaux, c'est mathématique. J'ai eu envie d'en savoir plus, suivez-moi. Salut Alex. Salut Émeraude. Merci de faire ce podcast avec nous. Pourquoi From Tokyo ? Parce que j'ai grandi au Japon. Et depuis un très jeune âge, lorsque je revenais donc en France pour les vacances d'été, les gens m'appelaient Alex de Tokyo. Et puis en effet, quand je suis rentré au Japon, à Tokyo, pour mon 2e séjour après mes études, c'est là où l'artiste Alex from Tokyo donc est né. C'est mon nom japonais entre guillemets, parce que bon, j'ai passé 25 ans au Japon, donc c'est pas uniquement un nom géographique, c'est mon nom japonais. T'es né là-bas ? Je suis né à Paris. Je suis parti d'abord, lorsque j'avais 2 ans et demi, pour le travail de mes parents en Thaïlande, à Bangkok. On a passé 1 an là-bas. Il y a eu un petit passage à Hong Kong et un petit peu avant mes 4 ans, nous avons déménagé à Tokyo. Donc il y a Tokyo, Paris et... Paris, Tokyo, exactement. Après, il y a New York, pendant 12 ans. Et puis ensuite, il y a Berlin avec une petite parenthèse de 3 ans à Gand, Belgique, pendant la pandémie. Que des endroits hyper musicaux. C'est que des endroits hyper musicaux, en effet, ouais. Ce n'est pas par hasard. Mon papa a grandi au Japon quand il était enfant. Il a tellement aimé que quand il est rentré en France, il a continué à pratiquer le japonais, il a étudié le japonais, et son rêve, c'était de faire toute sa carrière au Japon, ce qu'il a fait. Est-ce que tu mixes pour le plaisir ou est-ce que c'est ton métier ? Avant tout pour le plaisir. Et en effet, ma passion pour la musique s'est au fil du temps transformée en un métier. Je suis quelqu'un d'instinctif, aussi d'impulsif. Je marche beaucoup au feeling. Rien n'a été véritablement pensé ou calculé. J'aime être actif, j'adore la musique, j'adore collaborer avec les gens aussi. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. C'est quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer des disques ? Depuis que je me souviens, il y avait de la musique à la maison, notamment donc à travers mon papa qui lui est toujours un grand fan de musique. C'est un grand fan de blues. Et donc, très petit à la maison, il jouait des vinyles, il jouait des CD. Cette musique blues m'a beaucoup influencé. C'est fin des années 70,
les années 80 au Japon, c'est un peu l'âge d'or, un peu économique aussi au Japon. Et mes parents, à l'époque, ils avaient une trentaine d'années, je crois. Ils avaient un bon groupe d'amis et ils faisaient pas mal la fête, ils sortaient pas mal, ils allaient en club aussi. Ma maman aime beaucoup danser et mon papa était aussi très ouvert sur tout ce qui se faisait à l'époque. Il avait une chouette collection de disques et souvent, dans certaines fêtes à la maison ou chez des amis, il apportait des disques avec lui. Il faisait des cassettes aussi. Il allait très régulièrement acheter des disques, donc il m'emmenait avec lui le week-end acheter des disques. J'ai des super bons souvenirs où j'étais à côté de lui, en train de sélectionner des disques. Moi, je m'endors à ses pieds, près de la sono. En effet, une ambiance assez festive quand même, d'une manière générale. Et le Japon, en plus, c'est hyper pointu en musique. Exactement. En plus, à l'époque, tout ce qui se passait de mieux à l'étranger était importé au Japon. Donc il y avait des magasins de disques incroyables dans tous les styles de musique confondus. On pouvait tout acheter, tout écouter. Donc c'est à cette époque que tu as commencé à acheter des disques. Au lycée franco-japonais, j'avais un très bon ami, Tommy, japonais, un quart américain. Son papa travaillait chez Sony Music Japon et il habitait dans Roppongi, donc le quartier de la vie nocturne. Le week-end, j'allais dormir chez lui. Son papa était là, il avait toujours plein de disques avec lui aussi. Il y avait des magasins de disques, bien sûr, pour les clubs, pour les discos à Roppongi. Ouais, je devais avoir 13-14 ans à l'époque. Est-ce que tu te rappelles du premier disque que tu as acheté ou du premier morceau qui t'a marqué ? Le premier disque donc, que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'est Grandmaster Flash The Message sur Sugar Hill Gang. Et donc grâce à Tommy, qui lui était bien branché grâce à son papa aussi, il avait surtout des disques qui venaient des États-Unis, donc ce qui marchait. Il y avait aussi le American Top 40, c'est une très grosse émission pop à la radio japonaise aussi, donc je commençais à suivre un petit peu ça. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. The names have been changed to protect the innocent. 5, 4, 3, 2, 1. Donc tu commences avec Grandmaster Flash et ensuite ? Donc toujours au lycée franco-japonais de Tokyo à Iidabashi à l'époque. C'est une petite école à l'époque, de la maternelle au baccalauréat. Il n'y a qu'une seule classe dans chaque niveau si tu veux. Il y avait peut-être une trentaine de nationalités. C'était un lycée français, mais quelque part très international. C'était un grand mélange. Et on a eu de la chance d'avoir quelques amis plus âgés qui étaient assez créatifs, assez fous aussi. C'était un petit monde quand même. Tout ce milieu un peu international à l'époque. Il y en avait certains qui, en effet, étaient assez connus, d'autres qui étaient mannequins, qui commençaient à chanter aussi. Il y en avait d'autres qui étaient DJ aussi. Et donc, en fait, ils nous ont un petit peu éduqués d'une certaine manière. On nous prenait avec eux les week-ends à l'âge de 14 ans, donc toujours avec mon ami donc Tommy Wada. Et puis deux autres très bons amis, Yojiro Suzuki et puis un autre ami français, donc François Brugno. Très rapidement, voilà, on avait notre bande un petit peu. Keep this frequency clear. Et là, vous commencez à faire des fêtes. Voilà, donc on allait au début dans des discos, entre guillemets, donc des clubs un peu grand public,
jouait un petit peu de tout, quoi. Beaucoup de hip-hop quand même à l'époque, la dance un peu 80s, électro, voilà, tout un mélange. On se met à acheter des disques régulièrement et il y avait notamment un super magasin de disques à Roppongi qui s'appelle Wave sur un immeuble, un truc incroyable. J'ai jamais revu un tel magasin. Chaque étage avait son style de musique, mais vraiment un truc mais d'un autre niveau, tellement pointu. À l'époque, le concept était super fresh, quoi. Et donc voilà, entre le magasin de Roppongi et puis leur deuxième magasin, donc en plein centre de Shibuya, le quartier des jeunes, culturel, c'est là où ça bouillonne. Et un jour, ce vendeur de disques qui me recommandait plein de choses, il m'a dit, écoute là Alex, là il y a un petit club qui vient d'ouvrir, qui s'appelle The Bank. Il passe un tour, quoi. Check this out. Girl, I'll house you. Girl, I'll house you. Avec mes amis Yojiro et puis François, on se retrouve en face d'une grosse porte en sous-sol qui ressemble à la porte d'un coffre-fort d'une banque, si tu veux. Un petit club qui avait été complètement designé comme un coffre-fort, quoi, si tu veux. Il y a de la musique qu'on n'a jamais entendue. Il y a des gens un peu chelous, habillés d'une manière assez extravagante. Enfin, tu sens que là, t'es dans un lieu assez spécial, quoi, si tu veux, quoi. J'avais 15 ans, donc... Et puis très rapidement, on sympathise avec le staff. Feel the vibe, feel the vibe, feel the bass. Come on! On commence à y aller, et puis là, en effet, c'est la grosse claque, quoi, parce que c'est un petit club, genre très exclusif, très pointu, très fashion, entre guillemets. C'était un club, ça avait été une collaboration avec de grandes personnalités du monde de la nuit japonaise, avec le rédacteur en chef du magazine ID. Tous les DJ nouvelle génération qui font vibrer tout Tokyo depuis quelques années jouent dans ce club. C'est là où toute la nouvelle scène en fait se retrouve. C'est là que tu t'es dit, je veux être derrière les platines. Exactement. Ils t'ont proposé. Eux m'ont pas proposé, mais voir un DJ opérer avec un public, il s'est passé quelque chose, puis il y avait un jeu avec les lumières, on était là il fallait être, et puis il y avait un DJ, c'est un des premiers DJ, qui s'appelle DJ Hiro, il me dit tiens écoute, ça va fermer, viens me voir, il y a une nouvelle soirée qui vient d'être lancée, c'est dans un appartement, c'est un truc un peu privé, il faut que tu viennes absolument, ça s'appelle Another World, voilà. Ça prend une grosse ampleur, quoi. C'est vraiment des fêtes vraiment underground. Là, on sort vraiment du cadre des clubs. Et ces soirées nous avaient tellement marqués qu'on a même réussi à louer cet endroit pour organiser nos propres soirées. Très rapidement, avec ces deux amis, on monte un sound system. En fait, les booms du lycée franco-japonais étaient donc super réputés. Ils organisaient des super fêtes juste avant les vacances. Et en fait, nous, on prend la relève. C'est presque une house party, une rave, quoi, presque, quoi. Et c'est là où on s'improvise en tant que DJ. Et là, vous avez commencé à vous faire un nom. Et en effet, quelques jours après avoir passé notre bac, voilà, l'été 91, on organise une grande fête. Comment elles s'appelaient vos soirées ? Notre nom de sound system, ça s'appelait FYA, donc F-Y-A, donc c'était François, Yojiro, Alex, sound system, voilà. Et donc très rapidement, on commence à jouer dans d'autres écoles internationales. Et je viens donc faire mes études en France, voilà. Donc tu rentres en France, il y a une rencontre assez marquante que tu vas faire avec DJ Grégory et DJ Deep.
Cette rencontre avec DJ Grégory et puis DJ Deep, c'est en effet très important. Ils sont devenus des vrais frères, pas seulement de musique, mais ma famille, avec qui on a vraiment grandi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec eux. Et grâce à DJ Deep, qui avait déjà une émission sur FG, on a eu cette opportunité, tous les trois, d'avoir une émission tous les jours, du lundi au samedi, de midi à 2h, A Deep Groove, voilà. À New York, il y avait un DJ qui s'appelait John Robinson, qui avait un peu son lunchtime mix show, voilà. On s'est dit, en fait, c'était une bonne idée pour transmettre notre musique, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on est un petit peu les seuls à jouer garage, de la house, très pointu, confidentiel aussi. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brains, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind. En venant de Tokyo, j'ai été exposé à toute cette scène un peu disco classics. C'est pas seulement de la house ou de la techno, mais c'est un peu à la new-yorkaise où en effet on joue de tout quoi. Sur FG, voilà. Super aventure et notre émission a duré 1 an et demi, presque 2 ans. Comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Encore une fois dans les magasins de disques, le nombre de gens que j'ai rencontrés dans les magasins de disques. Le tout premier en fait c'était DJ Deep. Donc à l'époque, lui, je crois qu'il travaillait chez Bonus Beat, donc qui était un des premiers magasins de disques house techno à Paris. Et puis ensuite, j'ai rencontré donc DJ Grégory chez ce distributeur qui s'appelait Caramel. Et c'était le très cher Bettino qui travaillait là-bas et qui était notre contact sur place. Il m'invite à passer chez lui. On se met à jouer des disques, quoi. Moi, j'avais pas mes disques. Et puis, je vois on avait beaucoup de disques en commun, quoi. Et puis, c'est comme ça que notre connexion s'est faite. Et puis, avec Cyril aussi. Tout ça enchaînait très, très rapidement. Et puis, cette idée de A Deep Groove, donc c'est Alex, Deep, et puis Groove, donc pour Grégory. On monte, voilà, notre trio. Je rentre à Tokyo 1995. J'arrive à Tokyo où là c'est le deuxième boom en fait de musique électronique au Japon. Donc je fais mes études pendant 1 an dans une université japonaise. Je travaille chez Mister Bongo la journée, donc je suis vendeur là-bas. Et presque tous les soirs, on est amené à jouer par-ci par-là, dans des clubs, dans des bars. Je m'improvise agent pour plusieurs labels français. Le label de Laurent Garnier, F Communication donc au Japon, Yellow Production au Japon aussi. À travers cette plateforme qui est Mister Bongo, voilà, je suis un petit peu le coordinateur sur place. Je monte des soirées, on lance des tournées sur place, je signe dans des maisons de disques japonaises des projets français ou européens au Japon. Ces 5 années en fait sont vraiment mes années formatrices, vraiment où tout se met en place. Puis sur la fin, je commence à produire de la musique. Ces 5 années à Tokyo m'ont véritablement formé, voilà. Et c'était à cette époque, début des années 2000, après avoir sorti plusieurs CD mixés sur des labels japonais, je suis amené à faire une série de compilations, voilà, ça s'appelle World Famous. Ça devient le nom de mon label et c'est quelque part un peu le nom de ma marque. Principalement, c'est des projets à moi. Et avec mon très cher ami Isao Kumano, on monte aux alentours des années 2000, Tokyo Black Star.
Voilà, donc lui, ingénieur du son à Tokyo, il monte son propre studio. Il m'invite à mixer dans des émissions sur le câble au Japon. Il monte une émission comme ça, voilà, de musique underground avec tous les DJ de Tokyo. Et puis, il lance un projet de compilation. Il me propose de faire un morceau dessus. Moi, j'avais un petit peu touché à des machines quand j'étais à Paris, mais pas plus. C'est lui qui me pousse un petit peu à produire mon premier trick, donc sous le nom de DJ Alex à l'époque, qui s'appelle High Life Blues. C'est en 2000 où, avec Isao, que l'on fait notre premier remix sous le nom Tokyo Black Star Dub. Isao, avec qui donc, je suis aujourd'hui encore très proche. On a monté entre-temps en 2010 une petite marque audio où on fabrique des casques, ça s'appelle Phonon, P-H-O-N-O-N. C'est Isao qui est l'ingénieur du son qui développe le son Phonon. Un des highlights de notre duo, de notre collaboration, en 2005, on signe un premier EP. C'est la première sortie du label Inner Vision, donc, qui est dirigé par Dixon et Am. Ouais, une belle histoire en fait qui commence avec Inner Vision. On sort un album en 2009 qui s'appelle Black Ships. On fait un peu de live aussi et tout. Moi, je suis à New York. Je vais très régulièrement à Tokyo. Il y a une vraie chimie entre nous. On a fait de très belles choses, ouais. Des choses que on aurait uniquement pu faire à deux, quoi. Voilà. Je décide de quitter mon Tokyo confortable d'une certaine manière, mais j'ai envie aussi de vivre d'autres choses. Je pars à New York. Tommy Wada avait déménagé là-bas. J'y allais au moins une fois par an, une ville qui m'a beaucoup influencé. En 2005, je décide de me relocaliser donc à New York, à la recherche de nouvelles inspirations, de nouveaux challenges personnels aussi. J'atterris à Berlin donc 12 ans après, donc en 2017. La même chose, je veux vivre d'autres choses. Je suis un peu lassé aussi de New York, des États-Unis. Je veux passer plus de temps en Europe aussi. T'as combien de disques dans ta collection et comment tu t'y retrouves ? Enfin, je viens de rapatrier le reste de tous mes disques que j'avais à Berlin. Dans ce dernier déménagement, il y a 2 mois, j'ai à peu près 10 000 disques, je pense. Ouais. À chaque déménagement, j'essaie de faire le tri, d'en vendre aussi, mais j'ai quand même 10 000 disques. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, comment tu t'y retrouves ? Je suis quelqu'un de très organisé d'une certaine manière, mais avec mes disques, là pour le moment, j'ai que, je dirais, des grands groupes, si tu veux, disco, new-yorkaise, reggae, afro. Donc vraiment, j'ai mes grosses catégories, si tu veux. Là, en effet, j'ai une bonne partie dans un garde-meuble, si tu veux. Donc il va falloir que je réorganise tout. C'est l'occasion pour bien redécouvrir ma collection. C'est assez génial, quoi. Et t'es plutôt vinyle ou numérique ? C'est quoi la différence ? Écoute, c'est très différent. Je ne suis pas bloqué sur un type de format musical. Tout dépend du setup, voilà. J'adore jouer uniquement du vinyle sur un très bon setup vraiment approprié. Dans d'autres cas, jouer du vinyle, ça ne marchera pas forcément. Et j'adore en fait passer d'un style à un autre. Ce qui est assez difficile dans des clubs, c'est de mélanger les deux. Que ce soit le digital ou le vinyle, ils ont vraiment leur propre couleur, si tu veux. Et de temps en temps, sur certains types de systèmes dans des clubs, en mélangeant ces couleurs-là, moi au contraire, j'adore, c'est important de mélanger. Mais il y a de grosses différences qui sont tout à fait audibles aussi. Question de dynamique, de couleur. C'est assez compliqué entre un disque de disco des années 70 et puis avec un disque de techno. En effet, ouais, on ne parle pas des mêmes spécificités
Et puis aussi, la manière de jouer est complètement différente, quoi. Jouer du vinyle, c'est très physique, c'est visuel. J'adore ça, quoi. Le digital, c'est autre chose. Ça a beaucoup d'avantages aussi. C'est vrai que c'est très pratique aussi. C'est des approches différentes. Mais justement, c'est ça que j'aime bien. Et tu raconteras pas la même histoire. Tu raconteras pas la même histoire, en effet. Il y a toute une chaîne de différentes étapes, de différents travaux qui viennent s'enchaîner dans la création de ton disque. Donc tu peux malheureusement mal réussir ton mastering, ton mix, ton pressage. Donc tu peux avoir un très beau morceau qui a mal été pressé. Donc le disque, il sonnera pas bien. Ouais. Et plus le système est bien, plus ton disque sonnera moins bien quelque part aussi. Ouais. T'as la même méthode pour ta clé que pour tes disques ? Tout à fait, je suis super old school. Toujours aujourd'hui, je n'ai pas Recordbox. C'est un peu ton iTunes si tu veux. Tu as toute ta musique que tu organises à l'intérieur. Donc tu peux te faire tes playlists. Voilà, donc c'est un peu ta plateforme. Et à partir de cette plateforme, tu configures tes clés USB. Je constitue mon dossier pour une soirée en digital, comme je prépare un sac de disques, quoi, voilà. Ouais. J'aime beaucoup ce côté préparation aussi, de se limiter avec une sélection, scroller sur ces écrans, tout ça. C'est fatigant et c'est pas naturel. Moi, il y a quand même quelques désavantages comme ça qui, quelque part, qui te coupent un peu du plaisir aussi, de la spontanéité, voilà. Et est-ce que tu as une méthode pour préparer ton sac ? Je m'imagine un petit peu dans cette soirée, à l'heure à laquelle je joue. Il y a tous les styles différents, ils ne sont pas forcément classés. Alors moi j'aime bien quand tout est visuel, voilà, quand tu as une trentaine de morceaux, ça fait 1h30 déjà. Et les disques, c'est la même méthode, quoi. Est-ce que tu aimes t'y prendre à l'avance ou tu as toujours un sac en préparation ? Un petit peu toujours en permanence, quoi. Par accident, voilà, tu tombes sur quelque chose, tu te dis ah, tiens, mais ça en fait ce serait parfait pour telle ou telle soirée dans un mois. Ah mais pour la soirée de demain, je vais prendre ça. Donc voilà, tu as plusieurs sacs, tu as plusieurs dossiers dans ton ordinateur et puis tu les nourris. J'aimerais bien que tu nous dises un petit mot sur un artiste qui a compté dans ton parcours, Ryuichi Sakamoto. Ah oui, un petit mot, ça va être difficile. Sakamoto Ryuichi, dans le sens japonais, pour l'étranger, c'est Ryuichi Sakamoto. Mon Sakamoto Ryuichi que je découvre en fait à travers mon papa mi-80. À l'époque, il avait fait 2 musiques de films très importantes que mon papa aimait beaucoup. Le Dernier Empereur. Et puis il y avait Merry Christmas, Mr. Lawrence. Merci de me poser cette question-là parce que c'est vrai que c'était quelqu'un humainement aussi que j'apprécie énormément et puis c'est un génie et dès cette époque-là, j'ai toujours eu une fascination sur sa musique. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises plus récemment. On parle beaucoup bien sûr de Kraftwerk, qui est un groupe très important, mais Kraftwerk et Yellow Magic Orchestra, qui faisaient aussi 2 musiques complètement différentes à la même époque, mais qui en même temps qui étaient à la pointe technologique, et 2 musiques entre guillemets techno complètement différentes, qui ont complètement révolutionné la musique. Et en Occident, si tu veux, on oublie un petit peu leur très forte influence. Ouais. Ils ont changé la donne vraiment, quoi. Ouais.
C'est hyper intéressant parce que ça relie ton enfance avec tes projets de cœur. J'ai fait le lien en 2023, il y a 2 ans. Je sors une compilation qui s'appelle Japan Vibrations Volume 1. C'est un projet auquel je pensais depuis bien longtemps sur mon label. Et donc, bien sûr, je compile un morceau donc, de Sakamoto Ryuichi qui s'appelle Tibetan Dance. Qui vient d'un de ses albums, Musica Encyclopedia, Ongaku Zukan en japonais, qui est un de mes disques de fétiche. Et je l'ai toujours eu avec moi, chaque fois que je déménage, le CD, il est toujours là, voilà. Donc c'est un disque qui me tient vraiment à cœur. Et j'imagine que c'est pas la même chose de préparer son sac pour une fête entre amis ou pour un gros club. Tout à fait. Ouais. Chaque fête a sa couleur, si tu veux, a son style, et je prépare de la même façon. J'adore jouer pour l'anniversaire d'amis aussi. C'est chouette, quoi. Hein. Et c'est quoi ton plus gros club ? J'ai toujours été quelqu'un du club. J'aime bien les petits, moyens clubs. J'aime bien quand c'est intimiste. Les grands clubs, ça peut pas mal m'intimider, en fait. Là, tout d'un coup, je me souviens d'avoir joué au Fuji Rock Festival, dans les montagnes au Japon, dans les premières édition de ce grand festival, et ils avaient à l'époque une dance tent. Il y avait Susumu Yokota qui jouait après moi, il y avait Kenichi. Fin des années 90, quand en effet la musique underground, dance music, house, techno commençait à bien exploser au Japon, j'étais le premier à jouer dans cette énorme tente. Et j'étais persuadé que j'allais jouer pour personne, quoi. La tente s'est ouverte et je sais pas, il y avait au moins 5000 personnes, je pense, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre, quoi, si tu veux, quoi. Mais non, il y avait une super énergie et je crois que ouais, je m'en suis bien sorti. Et c'est vrai que tu peux te retrouver comme ça sur des grosses scènes où c'est pas évident d'arriver à sentir les gens, de capter la vibe. C'est quoi ton meilleur souvenir de cette ? Là, dernièrement, la soirée Legends que DJ Deep a relancée donc cette année. Il a organisé pour sa 3e édition une fête avec Saint-Germain, Moody Man, Cyril, DJ Deep lui-même et moi-même. J'ai fait l'ouverture, je me suis vraiment fait plaisir. Je réfléchissais à ma sélection depuis quand même pas mal de temps aussi. C'était une réunion qui avait un symbole tellement fort avant que la soirée ait même commencé, de se retrouver tous ensemble. Donc Saint-Germain, donc Ludovic Navarre, c'est Cyril qui me l'avait présenté début des années 90. Moody Man aussi, il y avait déjà des liens qui avaient été établis à cette époque-là. Donc se retrouver 30 ans après, le cœur, les émotions, vraiment tout était là, c'était puissant, quoi. J'aime beaucoup faire aussi les warm-up, comme on dit, ouvrir en fait. J'ai peut-être fait un de mes meilleurs warm-up de ces quelques dernières années. J'essayais de rendre hommage à tout ce qu'on a partagé ensemble avec Saint-Germain, avec Moody Man, avec DJ Deep. C'était un moment très fort. C'était très intense, quoi. Et est-ce que tu as toujours un disque Rescue dans ton sac, un disque qui peut te sauver en cas de trou d'air dans la soirée ? En tant que un peu des disques d'ouverture, il y a notamment un disque de Herb Alpert qui s'appelle Rotation. Très joli. À
chaque fois que je peux le jouer, j'essaye de le jouer parce que ça installe une vibe très, très agréable. Un disque d'ouverture où les gens se disent bonjour. J'ai quelques disques comme ça qui me mettent à l'aise quelque part. Il y a toujours un ou une relou dans une fête. Quel est le pire morceau ou le pire style qu'on t'a demandé pendant ton set ? Je t'avoue, il y avait une époque à New York, mi-2000, fin 2000. Et c'est une période assez ingrate, qui est pas terrible, quoi, en fait. Une période un peu bizarre pour les clubs, pour la dance music. C'est un peu un creux, underground dance music. C'est l'époque où vraiment dans les clubs c'était très à l'américaine, très, très bottle service. C'est vraiment l'époque vraiment très bling bling si tu veux. C'était les débuts de Lady Gaga, Beyoncé. Il y a des tracks que j'aime bien, mais c'était le début et on entendait ça partout. Il y avait toujours comme ça des bitch un petit peu. Can you play Beyoncé? Can you play Lady Gaga? Mais qui écoutaient absolument pas ce que tu étais en train de jouer. Il y a des gens qui dansent déjà et tout. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, ces personnes-là, quoi? Bon, au Japon, c'est inimaginable, quoi. Les gens n'iront jamais demander un request, quoi. Berlin, justement, ça reste pour moi un des lieux favoris pour jouer. Tu me parlais de mes meilleurs sets, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, et c'était presque même une des raisons pour laquelle j'avais déménagé à Berlin, j'avais des amis qui avaient cette super fête gay qui s'appelle Cocktail d'abord. Ils avaient plusieurs salles, ça durait tout le week-end. J'étais devenu un de leurs résidents. C'était le dimanche après-midi, donc jusqu'au soir. Là, tu joues 5h, 6h, et des fêtes incroyables, quoi. Berlin, il y a une club étiquette. Les gens savent comment se comporter dans un club. Je pense qu'en toutes ces années à Berlin, je n'ai jamais vu de bagarre dans un club. Jamais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de perdre ton sac et de jouer avec les disques de quelqu'un d'autre ? Oui, au début avec des potes, ça m'est bien arrivé et j'avoue c'est un exercice assez fun, quoi. Ça m'est arrivé de piocher dans les disques d'un ami et puis de pas connaître une bonne partie des disques aussi, mais en même temps de me dire tiens ça a l'air peut-être pas mal ça et tout, et puis tu préécoutes et puis en même temps tu découvres des disques en les jouant et tout. C'est fun aussi ça. Bon, tu peux le faire seulement dans certaines situations bien sûr, quoi. C'est comme ça que tu t'apprends aussi beaucoup, quoi. Tu peux trop préparer et te planter complètement. Et puis tu peux aussi être super relax, dans une super vibe. T'as pas forcément tes disques aussi. Et puis tu peux passer une super soirée aussi. C'est un truc magique. Tu peux pas expliquer. Il y a pas de formule, quoi, vraiment là-dedans, quoi. C'est ça en fait. C'est ça qui nous, en tous les cas moi, qui continue à m'exciter tous les jours, quoi. Quel est le truc le plus fou qui t'est arrivé avec ton sac à disques ? On m'a volé une fois mon sac entre New York et Miami. C'était vraiment dommage parce que j'avais 2 sacs avec moi. J'en ai enregistré un et celui que j'ai enregistré, il était plein de promos, de labels japonais. Les labels m'avaient donné des promos pour que je puisse les donner à la Winter Music Conference à Miami. Ouais, ça a été un petit peu dur quand même, quoi. Et enfin, est-ce que tu prévois toujours un morceau pour clôturer ton set ? Il y en a un que j'ai pas mal joué quand même. J'ai eu tendance à le rejouer parce que ça correspondait vraiment bien au moment, quoi. C'est un morceau de ce groupe qui s'appelle Odyssey. C'est Hang Together. Qui dit c'était tellement bien de hang out ensemble ce soir.
Merci Alex, c'était cool de hang out together. Merci beaucoup Emeraude, écoute, hein, c'était un vrai plaisir. Arigatou gozaimasu. こちらこそどうもありがとうございました。The sound